Bonjour à tous et bienvenue pour cette 47e, je crois, analyse de pay-per-view. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de WrestleMania 32. J'espère que vous avez apprécié le show. Moi, pour moi, il y a des bons et des mauvais côtés. Je peux déjà vous en parler un petit peu maintenant, sans parler vraiment des matchs à proprement dit. Qu'est-ce que j'ai trouvé bon? Il y a plein de bons moments, plein de bons spots. Il y a beaucoup de matchs quand même qui valent la peine d'être regardés. Et il y a cette ambiance magique de WrestleMania. Donc ça, c'est un peu les bons côtés. Ensuite, les mauvais côtés, et je dirais plutôt le mauvais côté, c'est le Star Power. Donc, je vais vous sortir un contre-exemple. Vous savez, des fois, il y a des... Pour les pay-per-view majeurs, donc Survivor Series, SummerSlam, WrestleMania et Royal Rumble, il y a toujours un quota de Star Power, c'est-à-dire de stars ou de grandes superstars, donc de grands lutteurs qui viennent. Et, par exemple, Survivor Series 2013, il n'y a eu rien du tout pour un pay-per-view majeur, c'était un pay-per-view qui a fait un flop monumental. Là, c'est totalement l'inverse et dans le sens négatif pour moi. Je trouve que ce WrestleMania 32, je trouve que la WWE a essayé de trop en faire et ça s'est ressenti. Trop de stars, trop de choses qui sont illogiques, notamment ce qui se passe après le match entre les New Day et la League of Nations. Shaquille O'Neal, il y a Snoop Dogg, pour moi il y a beaucoup trop d'incohérences et d'illogismes qui font qu'ils ont essayé de trop en faire. Et c'est comme, je sais pas, un exemple culinaire, vous allez manger un paquet de chips, c'est bien bon, mais ça va vous écœurer. Et là j'ai l'impression que la WWE nous a un peu gavé avec 5-6 paquets de chips. Et c'est bien, mais c'est trop. Et moi, franchement, j'ai trouvé ça indigeste par moment. Voilà, donc je vais juste parler du pré-show parce que pour une fois, je l'ai regardé et je me suis rappelé pourquoi je ne regardais jamais. Donc j'ai marqué victoire de Kalisto, Ryback très mal utilisé, encore une fois, et ça me saoule. J'ai marqué Keva Marie dans leur match qui ont été remportés par les Total Divas, donc le match tag team féminin. Je trouvais qu'Eva Marie avait fait beaucoup de progrès, donc je ne rigole pas, c'est pas du tout de l'ironie. Je trouvais qu'Eva Marie portait bien ses prises, tout comme Lana. J'ai marqué une nouvelle ceinture Women's. Alors, la ceinture est pas moche. Le problème, ce que je vais pointer du doigt, c'est le manque d'originalité. Parce que c'est la même que le titre majeur, sauf que les couleurs ont changé. Donc pour moi, il n'y a pas d'originalité. Et les Dudley Boys dans leur match, donc victoire des Usos. Et les Dudley Boys sont juste détestables. Voilà, donc je pense que, en gros, j'ai fait le tour du pré-show. On va donc maintenant passer au show principal, donc avec le premier match qui était le ladder match pour le titre intercontinental. Donc Kevin Owens défendait son titre contre Sami Zayn, le Miz, Dolph Ziggler, Stardust, Sin Cara et Zack Ryder. J'ai marqué, quel match de psychopathe. Sérieusement, c'est très rare des matchs de cette envergure. Un chouïa meilleur que celui de l'année passée, et pourtant celui de l'année passée il y avait plus de lutteurs, on va dire, importants dans la compagnie. Et là il y avait Stardust, Sin Cara, voire même Ziggler et Ryder qui étaient un peu totalement absents, même le Miz qui sont considérés comme des jobbers. Donc on aurait pu penser que tout allait se jouer entre Zayn et Kevin Owens, finalement pas. J'ai marqué qu'il y avait beaucoup de bons moments et de bons spots du début à la fin. En fait, je peux pas tous les citer les uns après les autres. Juste les sauts à l'extérieur du ring de Sami Zayn et de Sin Cara. Le passage à travers l'échelle de Stardust aussi qui est assez important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'éléments importants dans ce match-là? Il y a la rivalité Zayn Owens qui est mis en avant. Il y a la vivacité de Ziggler qui était sous un de ses très grands jours, j'ai trouvé. La fourberie du Miz. Et la fin avec Zack Ryder, donc j'y reviendrai plus tard. J'ai marqué que le rythme était parfait, le public était à fond également. Pour moi, pas de souci. Époustouflé pour un premier match de WrestleMania. J'ai marqué aussi le clin d'œil à Dusty Rhodes, donc de la part de Stardust qui sort une échelle, donc pour le clin d'œil à Dusty Rhodes. Et puis la fin, quoi, Zack Ryder qui remporte le titre intercontinental. Alors je vais pas faire un peu mon hypocrite parce que Zack Ryder, je trouve que ce mec est totalement dépassé, même si maintenant avec sa barbe, je le trouve un peu plus charismatique. C'est fou quand même ce qu'une barbe peut changer, c'est comme pour Wade Barrett d'ailleurs. Mais donc je vais pas faire l'hypocrite et dire waouh c'est trop bien pour Zack Ryder parce que je l'apprécie pas. Mais n'empêche que voir Zack Ryder remporter ce titre, ça m'a surpris et c'est pour ce genre de moment que je regarde la WWE, ça en fait partie et rien que pour ça, pour les émotions, je ne peux que mettre 10 sur 10 parce que waouh, bravo à la WWE pour nous avoir tous surpris. Deuxième match, Chris Jericho affrontait AJ Styles pour leur 4e confrontation et c'est ce que j'ai marqué pendant la première moitié du match. Je me suis demandé en fait si la WWE avait fait un copier-coller des 3 précédents matchs entre eux. Je me suis dit il n'y a rien qui se démarque, ça va pas le faire. Et puis il y a eu le premier code breaker de la part de Chris Jericho qui a été contré, enfin pas contré mais le tombé a été fait jusqu'à 2. Donc AJ Styles n'a pas perdu le match.
Et à partir de là, en fait, c'est un tout autre match qui a débuté selon moi, avec une intensité, un rythme fou, vraiment rien à voir, enfin quelque chose de totalement différent des 3 premiers matchs qui nous ont été proposés par ces 2 lutteurs. Donc moi, personnellement, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui a été surprenant? Notamment le Styles Clash qui a été porté par AJ Styles. Je crois que c'est la 2e fois qu'il est porté à la WWE. Et surtout Chris Jericho qui s'en dégage, donc c'est très très bon pour moi. Le public, j'ai mis qu'il était tout autant dingue que l'intensité du match, donc c'est pas à prendre au second degré, c'est très très important parce que le public a été ouf du début à la fin dans ce pay-per-view, donc ça me fait très très plaisir. Et puis le code breaker, bon, il était hyper téléphoné, on le voyait venir, mais lorsque Styles voulait faire son Phenomenal for Armor, un truc comme ça, et finalement il a été contré en code breaker et le match s'est terminé de cette manière-là, donc victoire de Chris Jericho. Pourquoi en fait Chris Jericho n'a pas besoin d'une victoire et AJ Styles c'est son premier, on va dire c'est son 3e pay-per-view et c'est déjà sa 2e défaite si on compte vraiment le Royal Rumble comme une défaite. Donc j'étais un petit peu déçu, mais le match est bon. Dommage que ça commence qu'à partir de la moitié en fait. La première moitié est pour moi pas très bonne. Elle est bonne mais sans plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note de 7,5 sur 10. 3e match, les New Day affrontaient la League of Nations. Alors première chose, c'était indiqué à la base un match handicap. Ça n'en était pas un. Ensuite, on avait dit à la base que c'était un match qui comptait pour les titres par équipe. Finalement, ça avait été démenti ou en tout cas supprimé avant, donc quelques jours avant WrestleMania 32. Donc, on pouvait s'attendre à un partenaire mystère, un invité mystère qui allait aider les New Day. Finalement, pas du tout. Donc, là, c'était pas très bien organisé et le match s'en est un petit peu. Je sais pas si c'est fait exprès, mais le match s'en est un petit peu ressenti. Le match était désorganisé, pas très bien ficelé. Petite chose quand même à préciser, l'entrée incroyable des New Day avec la boîte de céréales. Enfin, j'ai vraiment kiffé, même si on annonçait qu'ils allaient descendre depuis les gradins je sais plus comment on appelle ça, mais comme Shawn Michaels l'avait fait à WrestleMania, je crois. Finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai marqué qu'il y avait pas mal de botches, notamment le Spear de Big E en fait, sur les 3 membres de la League of Nations. D'ailleurs, j'ai eu peur pour Big E, j'ai cru qu'il était blessé, finalement pas. Et voilà, le match n'est pas dégueulasse, mais il n'est pas officiel non plus. C'est pour ça que j'ai mis la note de 7 sur 10, pardon. Ce qui est quand même déjà vraiment bien. Qu'est-ce qui m'a dérangé? C'est la victoire de la League of Nations. Alors pourquoi? Parce que ça ne met pas du tout en valeur les New Day alors qu'ils sont totalement dans un momentum, dans leur momentum. C'est leur moment en ce moment aux New Day. Kingston le mérite, les autres aussi, mais je pense que les faire perdre, ça ne va juste pas les crédibiliser du tout, surtout en sachant ce qui se passe après le match. C'est le moment marquant, donc l'arrivée de Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin et Mick Foley. Donc oui, ça m'a fait plaisir de les voir, c'était un moment qui est historique, mais what the fuck quoi? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils ont à voir les 3 entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la League of Nations? Alors certes c'est WrestleMania, mais ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé dans le match à WrestleMania 31 entre Sting et Triple H, quand on avait eu la NWO et DX arriver. Alors certes il y avait un lien là, mais on s'y attendait pas. Là c'était encore plus what the fuck, donc j'ai pas vraiment compris. Mais c'est vrai que ça reste quand même un moment historique, donc voilà, je peux pas cracher dessus non plus. Ça m'a fait plaisir, donc je mets la note de 7 sur 10. Ensuite, 4e match, Brock Lesnar affrontait Dean Ambrose dans un No Holds Barred Street Fight match. Alors, première chose, c'était le premier single match de Dean Ambrose à WrestleMania, donc c'est important de le marquer, vu qu'à WrestleMania 31, il était dans le ladder match, et à WrestleMania 30, il était dans un match tag team. Et WrestleMania 29, je sais plus s'il était là, mais en tout cas, c'était pas un single match, ça c'est sûr. Moi, j'ai marqué que c'était un match qui m'a beaucoup plu, dans le sens très drôle. J'ai trouvé Ambrose assez drôle quand il faisait les pouces, là, comme ça, ou je sais plus quoi. Alors qu'il se faisait totalement malmener. Je crois qu'il y a dû avoir 12 souplexes. Voilà, vraiment, c'était un match qui était assez fun. Mais alors, par contre, in-ring et techniquement parlant, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est des souplexes contre des armes. Voilà, Dean Ambrose s'amusait à frapper Brock Lesnar avec des armes. Et d'ailleurs, vraiment, grosse pensée à tous les segments qu'il y a eu à Raw. Avec les légendes qui offraient des armes à Dean Ambrose et qui ont servi à rien vu qu'elles n'ont pas été utilisées par Dean Ambrose. Voilà, autre point négatif, c'est vrai que voir Brock Lesnar ça m'amuse, mais la stipulation n'a pas du tout été respectée. Brock Lesnar n'a même pas utilisé des armes. Dean Ambrose pour la plupart, à part un kendo stick et des chaises, il n'a pas utilisé d'autres armes. Je veux dire, ils auraient pu très bien aller dans l'arène aussi pour s'affronter, prendre d'autres objets, y avoir du sang aussi. Non, finalement, on n'a pas vraiment ressenti que c'était un Street Fight match, c'était plutôt un match Brock Lesnar contre Dean Ambrose et ses armes. Donc moi, ça m'a un petit peu déplu.
je vais quand même lui mettre la note de 8 sur 10 parce qu'il m'a diverti et c'est ce qui compte pour WrestleMania. Match suivant, donc Charlotte défendait son titre des divas contre Becky Lynch et contre Sasha Banks dans un match triple menace. À savoir que ce match allait couronner la première championne féminine de la WWE sous la nouvelle ère de la WWE après la révolution des divas. Donc j'ai marqué première chose que Snoop Dogg est ridicule. L'entrée de Sasha Banks aurait pu être fun, mais avec ce qui s'est passé avec la chanteuse, là, c'était un foutoir pas possible. Là encore, c'est indigeste. Je veux dire, Snoop Dogg, il avait même pas besoin d'être là. On va le voir, je crois qu'on l'a vu juste avant quand il présentait les Hall of Famers. C'était suffisant, pas besoin de le mettre là. Moi, ça m'a gavé déjà à partir de ce moment-là. Heureusement, le match ne m'a pas du tout gavé pour une fois. Moi qui critique tout le temps les matchs féminins, ça, c'est un putain de match qui vole le show. Un match des divas comme on aimerait en voir plus souvent. Donc ça rhabille tous les anciens matchs qu'il y a eu ces derniers mois, voire ces dernières années. Ça, pour moi, c'est un match des divas. Comme je disais, même Charlotte. Bon, Charlotte instaure un faux rythme, mais je veux dire, elle est... Voilà, je peux pas non plus être tout le temps de mauvaise foi. Charlotte a participé au bon déroulement du match. Donc j'ai vraiment aimé ce match-là. Notez que c'est le plus long match des divas à WrestleMania, donc c'est important de le préciser. Alors j'ai marqué que Flair était insupportable, alors, notamment au milieu du match où il essaie d'intervenir, et surtout à la fin lorsqu'il retient Sasha Banks. J'ai marqué aussi, petite pensée pour moi-même, lorsque Becky Lynch a sauté sur Ric Flair. Bon là, Sasha Banks devait mettre Ric Flair sur la trajectoire. Finalement, Becky Lynch était déjà sur Ric Flair, donc Sasha Banks n'a rien eu à faire, donc c'est un petit botch, mais c'est pas très grave. Que dire de plus? Il y a eu beaucoup de suspense et j'ai cru à une victoire de Becky Lynch, j'avais vraiment envie, j'y ai cru, mais finalement pas. La fin est déprimante comme j'ai dit avec Ric Flair. Donc Charlotte fait abandonner Becky Lynch et conserve donc son titre, ou plutôt est la première championne de la WWE. Donc pour ce match là j'ai quand même mis la note de 9 sur 10 parce que waouh, ça c'était un match comme on aimerait en voir tout le temps. Ensuite Shane McMahon affrontait Undertaker dans un Hell in a Cell match. Donc je pourrais parler du fait que c'est l'Undertaker, qu'on commence à comprendre, il devrait partir à la retraite. Le match est très lent, ça a de la peine à démarrer. Voilà, il n'y a pas forcément d'alchimie entre Shane McMahon et Undertaker au début du match. Mais qu'est-ce qu'on en a branlé de tout ça quand on voit ce qu'ils nous ont amené en termes de brutalité. C'est un match de malade. Je peux direct, je le mets à 10 sur 10, je pense que vous comprenez pourquoi. On ne peut pas analyser ce match-là, on peut pas. Parce qu'en termes in-ring, il n'y a pas grand-chose, étant donné qu'il y a beaucoup d'armes, ça a éliminé le match, il n'y a pas beaucoup de prises qui sont portées, Shane McMahon n'avait pas lutté depuis plusieurs années, l'Undertaker commence à se faire vieux, on ne peut pas vraiment analyser ce match-là. Non, il faut juste souligner le courage des deux hommes, et notamment celui de Shane McMahon, pour le spot majestueux qu'il nous offre depuis le haut de la cage lorsqu'il saute sur Undertaker qui s'enlève, et donc Shane McMahon se ramasse à la table des commentateurs de plein fouet, il se relève, quand même, le Hell in a Cell, ça doit faire à peu près 7 mètres, donc c'est quand même assez dingue. Voilà, le match en plus il n'est pas dégueulasse, hein, je veux dire, il est meilleur pour moi que les deux derniers, dans le sens crédibilité in ring, hein, je parle bien entendu. Je trouve qu'il est meilleur que lors de son affrontement contre Lesnar et contre Wyatt. Donc pour moi oui, après, comme je le dis, il est bon, mais voilà, il n'est pas non plus oufissime quoi. Pour un Hell in a Cell match, en termes techniques, il n'est pas oufissime. Il y a aussi le côté psychologique qui est à mettre en avant. Shane McMahon qui va provoquer tout le temps l'Undertaker, et à la fin l'Undertaker, juste avant de faire, lorsqu'il relève Shane McMahon après le spot majeur et qu'il le ramène sur le ring, il va lui taper sur la joue pour lui dire putain t'as mon respect mais c'est pas suffisant quoi, et voilà, je te respecte, en gros c'est ça, et je trouve ça fort quand même, et c'est aussi pour ça que je mets la note de 10 sur 10. Voilà, donc jusque là pay-per-view très bon, voire quasiment parfait, même si la perfection n'existe pas. Et ben, il y a des complications. Donc la bataille royale, voilà, je m'attendais pas à grand chose. Le match est sympa, mais sans plus. Il n'y a pas énormément de toute façon de superstars qui sont là pour mettre le match en avant. Quand j'ai vu Shaquille O'Neal débarquer, je me suis dit, mon Dieu, encore une fois, on essaie d'amener des stars, mais ça en devient totalement indigeste. Là, c'est le quatrième paquet de chips qui vient, mais c'est juste pas possible, quoi. Non, c'est pas, pour moi, ça ne passe plus. Après tout ce qui s'est passé avec Shawn Michaels, Mick Foley, Stone Cold, c'est très bien, hein. Snoop Dogg, là, Shaquille O'Neal, non, c'est trop. Je pense que la WWE a essayé de faire trop de choses, donc ça m'a pas plu. La confrontation entre Big Show et Shaquille O'Neal est quand même plutôt pas mal, je dois l'avouer. À la fin, il se serre quand même la main, ce qui est totalement what the fuck. Et puis victoire de Baron Corbin. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite, Baron Corbin, je l'ai vu après 2-3 minutes de match. J'étais là, wow, qu'est-ce qu'il fout là, main roster, enfin il fait ses débuts dans le main roster, on ne l'annonce même pas.
ça cache quelque chose. Et je l'ai dit aux deux maths et à Ambarek, ça va se terminer entre Baron Corbin et Kane. J'avais raison. Mais voilà, après, il faut savoir, j'en ai pas beaucoup parlé sur ma chaîne. Baron Corbin, je ne peux pas le voir. Pour moi, ce mec est le seul mec du roster à être encore moins doué que Roman Reigns. Je trouve que pour un mec qui a autant de charisme que lui, et je sais qu'il a les moyens de faire quelque chose, ça se voit, ce mec. Voilà, il a le gabarit, donc il peut potentiellement faire quelque chose avec ça, et en plus avec un charisme pareil, ça pourrait être une grande superstar. Hormis, là, à NXT, il a fait que de la merde jusqu'à maintenant, hormis le dernier pay-per-view, donc qui s'est passé quelques jours avant WrestleMania, où là, je trouve qu'il avait fait le taf. Donc, j'attends de voir la suite, donc je suis pas emballé, j'espère qu'il va vraiment faire des progrès cette fois-ci, étant donné qu'il est dans le main roster. Donc, j'attends de voir la suite. Que dire de plus sur ce match-là? Marc Henry était absent, je trouve, de tout le match. Et puis les Social Outcasts et Damien Sandow se sont fait ridiculiser. Et puis, présence de DDP et de Tatanka qui était pour moi inutile. Encore une fois, Star Power x 1000 qui est totalement inutile. Par rapport à la note du match, j'ai mis la note de 5 sur 10. Voilà, cette fois-ci on rentre dans le 5e paquet de chips, c'est juste plus possible. Apparition du Rock, donc après un truc de pom-pom girl, voilà, c'est bien, mais il reste 10 minutes avant la fin du show. Et on nous fout ça en plein milieu. Donc apparition du Rock, il s'amuse avec son lance-flamme, il est content, il fait brûler son nom avec le lance-flamme, c'est cool. Ensuite c'est la Wyatt Family intervient et d'abord on annonce le record de spectateurs dans la salle avec 101 000 et quelques, c'est très très bien, ok, c'est cool. La Wyatt Family débarque, et la Wyatt Family se fait ridiculiser par le Rock. On annonce un match donc entre le Rock et un membre de la Wyatt Family, ce serait Rick Rowan. 6 secondes le match, donc record encore une fois. Et je vais pas noter ce match-là. Alors pourquoi je note pas? Donc victoire du Rock forcément. Parce que je trouve pas que c'est un match, je trouve que c'est plus un segment. Un segment donc pour annoncer des futurs records. Le record du temps des divas à WrestleMania, donc ça dure plus de 15 minutes, la barre des 10 minutes n'avait même pas été dépassée. Le record de spectateurs, le record du match le plus court. Pour moi, c'est pas un match pur, c'est un segment où on incorpore un match. Donc pour moi, je vais plus le considérer comme un segment que pour un match, donc je vais pas le noter. Mais après, voilà, il y a encore la Wyatt Family qui essaie après le match d'attaquer le Rock. Le retour de Cena, alors oui, le retour de Cena, ça me fait plaisir, je le réclamais depuis un moment, mais pas dans ces conditions, quoi. Après, j'ai cru à un turn de Cena, j'ai vraiment rêvé. Non, pour moi, voilà, c'est la preuve totale. Je peux pas amener plus de preuves que ça, que ce WrestleMania a plein de bons points, mais qu'on amène beaucoup trop de choses importantes. C'est le foutoir. Et ce moment-là, c'est le foutoir parce que, comme j'ai dit, on part d'un segment de Pom-Pom Girl et on finit avec Cena et Rock qui confrontent la Wyatt Family. Non mais les gars, sérieusement. Et je parle même pas d'utilisation de la Wyatt Family qui est juste catastrophique. Il y a des bonnes choses, mais c'est le foutoir total. Et moi, ça me plaît pas. Voilà, tout simplement. Et enfin, le main event, donc Triple H défendait donc son titre de la WWE contre Roman Reigns. J'ai marqué très belle entrée pour Triple H. Mais alors, le match est très très lent. Et pour une fois, je vais même pas accuser Roman Reigns parce que Roman Reigns, voilà, il sait faire ce qu'il sait le mieux. Voilà, cette phrase n'est pas française, mais vous m'avez compris, je suis fatigué. Roman Reigns, donc, il a fait des Superman Punch, il a fait des Samoan Drop, des Spears. Voilà, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à lui. Non, moi, ma déception, elle vient principalement de Triple H. On se plaignait de Rollins qui essaie tout le temps de fuir, ça cassait le rythme. Lui, c'est pire, il quitte tout le temps le ring, il se cache derrière Stephanie McMahon. Alors, c'est son rôle. Mais Triple H, on l'a pas connu comme ça, même en tant que heel. Contre Sting, il n'était pas comme ça. Alors, il l'a fait un petit peu de souvenir, mais pas autant que ça. Ça m'a déçu. Ouais, j'ai été déçu de Triple H qui a amené beaucoup trop de cassures de rythme. Après, alors, je vous arrête. Hein. Il y a pas mal de bons spots quand même, notamment le passage à travers la barricade après le spear de Roman Reigns sur Triple H à l'extérieur du ring. D'une violence incroyable. Ça, c'était bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le spear de Roman Reigns sur Stephanie McMahon. Alors, c'était téléphoné encore une fois, mais c'était très bon pour moi aussi. Mais pour moi, ce match restera beaucoup trop classique pour être un main event de WrestleMania. On peut faire une comparaison avec celui de WrestleMania 31. C'est vrai que in-ring, techniquement parlant, il n'y avait pas grand chose, mais on va s'en souvenir, tandis que celui-là, il n'y a rien quoi. Avec tous les bons spots qu'il y a eu dans les autres matchs, ça n'avait pas le mérite d'être dans le main event. Pour moi, on aurait dû l'échanger avec le match Shane McMahon contre Undertaker. Donc je suis déçu. Je vais quand même lui mettre la note de 6 sur 10 parce que c'est un main event, il y a l'ambiance, il y a le public. Il y a quelque chose quoi, on sent, il y a du suspense, voilà, j'avais pas envie que Roman Reigns gagne, et finalement il va remporter le titre. Voilà, ça me dérange même pas plus que ça en fait, pour tout vous dire.
Donc si on additionne toutes les notes des matchs et qu'on le divise par 8, qui est le nombre de matchs, on arrive à la note de 7,8 sur 10, donc qui est moins bon que le Royal Rumble 2016. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive depuis 2014. Donc c'est important de le préciser encore une fois, et qui est moins bon, largement moins bon que les deux autres éditions, deux précédentes éditions qui avaient fait 9,1 et 8,6. Ça en reste quand même un très très bon show. Faut juste savoir que si j'avais noté le Rock contre Rowan, j'aurais mis 1 sur 10 et ça aurait poussé la note à 7 sur 10, ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Mais voilà, je trouve que 7,8 sur 10, ça a plus, je trouve que c'est une bonne note. Pour un show comme ça, donc pour moi ça résume parfaitement cette note, c'est qu'il y a beaucoup de bons mais qu'il y a trop de star power qui baisse pour moi la note du match parce que c'est trop what the fuck. Voilà, je sais pas combien de temps durera la vidéo, j'ai un petit peu changé ma manière de tourner la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le show, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je veux un maximum de commentaires, je veux vos avis absolument. Donc voilà, moi j'ai quand même apprécié le show, donc j'ai passé un très très bon moment. 51 minutes en trop pour ce pay-per-view, preuve encore une fois que la WWE était beaucoup trop désorganisée pour ce pay-per-view, à moins qu'il terminait à 6h et le pay-per-view aurait duré 5 heures, mais non je pense pas. Donc j'ai quand même bien apprécié regarder ce show, ça m'a fait plaisir. J'ai hâte de voir l'Euro, donc pour vous ça arrivera ce soir. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 1200 abonnés, donc ça me fait plaisir et je vous en remercie parce qu'il n'y aura pas de vidéo spéciale pour ça. Je vous rends attentif, une vidéo sortira demain, très très courte, pour vous annoncer un nouvel horaire et pour vous annoncer qui a gagné Over the Preview. Je crois que c'est vous, mais je ferai une courte vidéo pour annoncer plein de petits renseignements comme ça assez utiles. Et je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc tout bientôt pour la suite de la chaîne.